Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce premier webinaire. Aujourd'hui, je vous propose de commencer dès maintenant. Alors, le lundi, aujourd'hui, on va parler hygiène et traçabilité et surtout, on va parler de formation, de la formation des nouveaux collaborateurs en cuisine. On sait tous à quel point c'est un sujet important. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui? C'est très simple. Je vais vous présenter les personnes qui vont vous apporter leur expertise. On va ensuite parler de la formation des nouveaux et des défis qu'elle apporte. Et bien entendu, vous aurez l'occasion de répondre, de poser toutes vos questions et on y répondra. Vous avez dans ce webinaire une partie de chat et une partie Q&A. Vous avez la possibilité dès maintenant de poser vos questions dans le chat et spécifiquement dans la partie questions et réponses. Et on dédiera toute une partie de des 45 minutes que nous avons ensemble pour y répondre à la fin. Alors, on sait que former les nouveaux, c'est un vrai challenge en cuisine. Le chiffre aujourd'hui, c'est que près de la moitié des restaurateurs a des difficultés à recruter du personnel qualifié. Ce que ça signifie aussi, c'est qu'ensuite, on n'a pas beaucoup de changements en cuisine, des changements d'équipe. Les nouveaux arrivants doivent être formés, sauf qu'ils doivent être formés, souvent c'est dans l'urgence du service, on n'a pas forcément de temps à dédier à ça. Et le résultat, c'est que forcément, on se retrouve avec des équipes, avec des profils qui ne sont pas toujours formés aux standards de traçabilité et d'hygiène. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, une cuisine professionnelle fonctionne rarement avec une équipe qui est 100% formée et 100% stable. Le défi, donc pour vous, aujourd'hui, c'est former vite, mais sans prendre de risques. La réglementation, on la connaît, elle est stricte, les obligations sont claires, l'équipe doit être formée. Sauf que on a des formations HACCP qui sont parfois théoriques, parfois peu concrètes. C'est un petit peu difficile de les rendre vraiment concrètes et de les incarner au quotidien. Ce qui se passe aussi, c'est que souvent, on peut se retrouver en cuisine avec une forte dépendance à des gens qui sont là depuis très longtemps et on se retrouve avec une personne qui est un peu le pilier et la mémoire de la cuisine sur ces sujets-là. Une autre conséquence qui peut être aussi risquée, c'est qu'on se retrouve avec peu de traçabilité. C'est difficile de prouver qui est formé et comment. Malheureusement, le risque est réel en cas de contrôle. Donc aujourd'hui, l'enjeu critique, c'est former vite, c'est former bien et prouver qu'on l'a fait. Et aujourd'hui, donc, pour vous parler de ces sujets, j'ai le plaisir de vous présenter deux de mes collègues, Chanel et Eric. Chanel, je te laisse prendre quelques secondes pour te présenter et ensuite Eric. Alors, je m'appelle Chanel, je suis responsable qualité chez IPAC Pro depuis 3 ans et moi, j'accompagne nos clients depuis le paramétrage de la solution jusqu'à la formation et après, il y a tout un accompagnement, tout un suivi sur les bonnes pratiques d'hygiène. Super, merci beaucoup. Enchantée Chanel et à toi Eric. Bonjour à tous, alors, je suis Eric, ça fait plus de 10 ans maintenant que je travaille chez IPAC Pro. J'ai occupé plusieurs fonctions, aujourd'hui responsable du développement commercial, mais pendant 10 ans j'étais au plus près de nos cuisiniers, nos traiteurs, nos boulangers, pâtissiers, des collectivités, pour les onboarder sur IPAC Pro, pour optimiser leur utilisation de la solution également. Donc forcément, former les nouveaux collaborateurs aux bonnes pratiques d'hygiène ou aux règles et aux obligations de la démarche HACCP, j'ai eu l'occasion d'en faire le tour. Merci beaucoup à vous deux. En effet, deux experts qui m'ont apporté vraiment, je pense, des éclairages et des conseils très, très concrets et actionnables sur le sujet de la formation. Quant à moi, je suis Mathilde, ça fait 2 ans que je travaille chez IPAC Pro et je m'occupe très spécifiquement du marketing produit et j'aurai le plaisir aujourd'hui d'animer ce webinaire. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Moi, j'ai quelques questions, Chanel et Eric, pour vous deux. Et donc, je vais vous les poser. Chanel, j'ai une question pour toi, très simplement. Concrètement, aujourd'hui, c'est quoi la réalité de la formation hygiène et traçabilité dans les cuisines? Alors, aujourd'hui, je dirais que la réalité, c'est que la formation, ce n'est plus juste une formation ponctuelle qu'on va venir réaliser. Maintenant, il faut que la formation, elle soit continue, vraiment continue dans le temps et qu'elle soit répétée.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être en mesure de transmettre des informations claires, précises, qui soient accessibles à tous les salariés, mais il faut surtout être en mesure de s'assurer que ces informations sont comprises et qu'elles sont appliquées de façon quotidienne dans la durée. Donc aujourd'hui, la réalité de la formation hygiène et traçabilité, c'est qu'il faut beaucoup de répétitions et qu'il faut vraiment qu'elle soit le plus simple possible. Voilà. Donc en effet, c'est pas quelque chose qu'on peut faire une fois et puis décider que voilà, on va se débarrasser et puis c'est fait, on peut l'oublier. Ma question directe, c'est que d'après ce que tu me dis, et j'ai envie de passer à la main à Eric là-dessus. À ton sens, Eric, former à l'hygiène et à la traçabilité, c'est plus compliqué qu'avant? Alors, oui, c'est plus compliqué d'une certaine manière, mais ça l'est aussi plus simple. Alors, c'est plus compliqué parce que déjà, il y a beaucoup de métiers de bouche maintenant qui sont plus exposés au contrôle qu'avant. Ça s'explique par exemple depuis 2024 que les DDPP soient capables de privatiser entre guillemets le contrôle avec des sociétés prestataires. Donc il y a des corps de métier comme la restauration traditionnelle ou même les boulangeries-pâtisseries qui sont beaucoup plus exposés au contrôle qu'avant. Il y a aussi la volonté de la part des métiers de bouche et des chefs, des gérants, que tout le monde soit mature sur le sujet. Donc c'est plus l'affaire d'une seule personne. Je crois qu'on y reviendra après. Donc on forme plusieurs personnes et sur des sujets qu'ils découvrent en réalité lorsqu'ils rentrent dans un établissement, qu'ils intègrent une équipe. Donc plus difficile de ce côté-là, plus simple parce qu'on a des outils aujourd'hui, on a aussi des compétences, du savoir-faire qu'on est capable de mettre dans les cuisines. IPAC Pro fait partie de ces acteurs-là. Donc d'une certaine manière, c'est aussi plus simple qu'avant. Oui. Donc, en un sens, plus de pression réglementaire, mais aussi plus de maturité, plus d'oubli, plus d'outils, plus de communication et plus de bonnes pratiques. Tout à fait. Donc, en un sens, ça semble s'équilibrer. On a plus de moyens pour aider le monde de la restauration à ça. Typiquement, Chanel, toi qui formes constamment, tu es tous les jours sur le terrain avec nos clients, avec le monde de la restauration. Toi, quand tu rentres dans une cuisine, c'est quoi le premier signe qui te fait dire « Ok, c'est bon, là je sais que les gens sont bien formés » ou au contraire, le sont moins? Alors, il n'y a pas vraiment un signe particulier. Je vais regarder, je me dis « Ah, c'est bon, ils sont bien formés ou non », mais ça va vraiment être un ensemble. Pour moi, une équipe qui est bien formée, c'est une équipe qui a réussi à développer des automatismes. Quand je dis automatisme, c'est vraiment, j'arrive dans une équipe et je vois que l'ensemble des salariés, ils vont réaliser des tâches sans attendre qu'il y ait un manager derrière qui vienne faire des rappels. Par exemple, un salarié qui va désinfecter son poste de travail régulièrement, il va se laver les mains régulièrement aussi, il va bien savoir, il va bien séparer les produits crus des produits cuits. Bon, c'est vraiment des petits gestes qui sont faits continuellement de façon répétée sans besoin qu'il y ait une action de manager ou qu'il y ait des rappels. Donc, moi, je vois vraiment si une équipe est bien formée en fonction de est-ce qu'ils ont réussi à développer des automatismes, est-ce que les acquis sont devenus une habitude, en fait. Et c'est à partir de là que je peux savoir, ils sont bien formés, est-ce qu'ils fassent des rappels ou pas. Oui, c'est ces petits réflexes, ces petits signes qui immédiatement te mettent la puce à l'oreille ou te permettent de te sentir en confiance. Exactement. Ouais, d'accord, ok. Typiquement, ces réflexes, ces automatismes, il faut qu'ils soient acquis. Des fois, ça peut prendre un petit peu de temps. On ne peut pas toujours les acquérir le premier jour, surtout quand on est nouveau. Eric, est-ce que tu peux partager un petit peu ton expérience là-dessus? Aujourd'hui, si moi je suis nouvelle, j'arrive dans une équipe, j'arrive dans une cuisine, comment ça va se passer pour moi dans la majorité des restaurants? Alors que ce soit les restaurants ou encore une fois les boulangeries, pâtisseries, les traiteurs, en général, un nouvel arrivant dans l'équipe, on va lui confier des tâches simples, pas forcément avec un haut niveau de responsabilité, quoique toutes les étapes de la démarche HACCP sont importantes, mais une responsabilité par exemple sur des températures de frigo qui sont à son poste, sur la validation des actions de nettoyage ou sur de l'étiquetage, qui à la fois est une obligation de traçabilité interne sur les produits finis, semi-finis, entamés, mais qui
qui est aussi une façon de valoriser son travail. Et il ne faut pas négliger cet aspect-là dans la mise en place de bonnes pratiques ou dans la validation des acquis. Parfois, la clé de la valorisation du travail, c'est le bon angle pour réconcilier, on va dire, les équipes avec leurs obligations. Ça me paraît une bonne approche, en fait, commencer par le plus simple, le plus facile dès le premier jour pour mettre en un sens le pied à l'étrier. Et puis, ça peut permettre justement d'acquérir ces automatismes dont Chanel parlait et qui deviennent vraiment les marqueurs de la formation réussie ou pas réussie. Ouais, en fait, je pense qu'il y a deux choses importantes dans ce que Chanel disait tout à l'heure. En fait, il y a les bonnes pratiques et comment elles sont appliquées de manière autonome, spontanée, automatique par les équipes, d'une part. Et c'est finalement le premier combat finalement qu'on va mener en cuisine. Ouais. Et après, il y a comment je mets en valeur toutes les obligations ou le bon suivi de ma démarche HACCP, de la mise en place de mon plan de maîtrise sanitaire. Et donc là, on est plus dans l'autocontrôle, l'enregistrement, la traçabilité, etc. Et c'est bien deux aspects de la formation des équipes ou des nouveaux collaborateurs. Ouais. J'aimerais bien qu'on parle un peu du négatif, mais aussi du positif. Quand je dis négatif, c'est pas forcément négatif, mais toi, Eric, qui est sur le terrain comme ça tous les jours, c'est quoi la tâche que les équipes ont généralement tendance à oublier? Mais j'aimerais bien aussi qu'on parle de ce qui se passe bien. Qu'est-ce qui se passe bien en général dans ton expérience? Ce qui est souvent oublié. Alors, il peut y avoir quelques tâches en retard dans le planning des tâches, souvent liées au nettoyage. Alors, ça ne veut pas dire que le nettoyage n'est pas fait ou réalisé, mais c'est juste que l'autocontrôle du nettoyage n'a pas été validé dans les temps. Et à la limite, ce n'est pas grave, parce que vaut mieux avoir quelques tâches en retard qui me permettent de piloter, de manager mon équipe et que les actions de nettoyage soient faites, plutôt que d'avoir aucune tâche en retard a priori, mais qu'en fait, dans ma cuisine, c'est Bagdad. Ce qui est souvent oublié aussi, c'est tous les autocontrôles relatifs au suivi de température. Et là, je parle souvent des refroidissements rapides, des remises en température, des process de congélation, voire même des températures de service. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des points de contrôle, entre guillemets, qui sont faits souvent pendant le service ou pendant la mise en place, dans le jus, et c'est très difficile pour une équipe de le faire au bon moment. Et en plus, alors ce sont des règles ou des autocontrôles liés à un couple temps-température, etc. Donc, c'est des concepts quand même un peu complexes à avoir au quotidien en tête, ne pas oublier que ça fait presque 2 heures qu'on a mis la cellule en route. Donc, c'est parfaitement explicable. Voilà les choses, en tout cas, qui sont le plus souvent oubliées. À l'inverse, ce qui est très souvent fait avec plaisir, en tout cas, mais avec envie, c'est la traçabilité des produits, parce qu'il y a un aspect un peu ludique dans les choses, et l'étiquetage, j'en parlais tout à l'heure, qui est une façon simple et rapide d'étiqueter de manière conforme ces produits, mais qui est surtout une manière de mettre en valeur ma préparation, ma panna cotta, mon foie gras sous vide, ma préparation culinaire, etc. Et ça, pour le coup, c'est avant même, et peut-être Chanel me confirmera, avant même qu'on vienne faire une première formation sur site, souvent, il y a déjà beaucoup d'étiquetages qui ont été faits de manière spontanée par les équipes. Pour l'instant, c'est une façon de signer, hein, c'est une façon de signer son œuvre, ce qu'on a fait. Tout à fait. Oui, donc s'il y a eu un petit point de vigilance à avoir, en général, les processus ou les relevés de température, c'est compréhensible, hein, comme tu le disais, des concepts qui sont pas toujours parfois les plus frais dans la mémoire ou les plus fun. C'est aussi pas le plus amusant, aller faire des relevés de température. Quand tout se passe bien, en fait, on a dit, voilà, ça se passe bien, il n'y a rien à signaler. Et puis tout ce qui est du côté de l'étiquetage, qui généralement se passe plutôt pas mal. J'aimerais que vous donniez quelques conseils à nos spectateurs. Chanel, par exemple, j'ai une question pour toi. On sait qu'on a peu de temps généralement en cuisine, en boulangerie, en pâtisserie, chez les traiteurs. Bref, si un chef aujourd'hui a seulement 5 minutes pour former un nouveau, qu'est-ce qu'il doit absolument mentionner? Alors, en 5 minutes, ça risque d'être compliqué.
mais effectivement, s'il n'a que 5 minutes pour former un collaborateur, moi, je lui dirais de mentionner 3 points. Voilà, je vous conseillerais de mentionner 3 points. Premièrement, tout ce qui va être hygiène personnelle et propreté de l'environnement de travail. Il faudra vraiment qu'il rappelle à son collaborateur qu'il est un vecteur de contamination du produit. Donc, il doit être propre sur lui. Quand je parle de propreté, je parle ici des mains, du lavage des mains, du port d'une tenue propre. Et quand je dis environnement de travail, je parle de tout. Je parle du plan de travail, je parle de différents matériels qu'il va utiliser, s'assurer toujours que tout soit nettoyé, désinfecté. Donc, il faut vraiment que pour le nouveau collaborateur, ce soit bien inscrit, qu'il comprenne bien que lui-même, il peut contaminer les produits. Une fois qu'il a compris ça, une fois que ça c'est validé, du coup, le deuxième point qui serait intéressant d'expliquer, c'est aussi tout ce qui sera maîtrise des températures. Comme Eric a dit tout à l'heure, c'est très important. Quand j'ai dit maîtrise des températures, je parle du stockage des différents produits. Il faudra bien que le salarié soit conscient que les produits alimentaires, ils sont eux-mêmes, ils ont des micro-organismes à l'intérieur et en fonction des températures auxquelles ils sont conservés, il peut y avoir ou non prolifération des micro-organismes. Donc, il faut s'assurer que les produits soient conservés à bonne température et tout ce qui est refroidissement, mise en température, surgélation, il faut bien que tous ces process-là soient maîtrisés. Donc, je vous demanderai de prendre du temps pour tout ce qui est maîtrise des températures pour éviter, du coup, d'abîmer ces produits et d'être amené à les jeter. Et une fois que ça c'est fait, on va passer à la traçabilité. Très important, traçabilité, étiquetage des produits. Il faut que le salarié soit conscient du fait qu'il est responsable des produits qu'il utilise. Vu qu'il est responsable, du coup, il faut qu'il soit en mesure de dire, ce produit, il vient d'où et aussi où est-ce qu'il est utilisé, dans quelle recette il a été utilisé. Donc, la traçabilité des produits, c'est très important. Donc, tous ces 3 points, là, je dirais en 5 minutes, insister sur ces 3 points et après, on pourra développer au fur et à mesure. Il va falloir parler quand même assez vite lors de ces 5 minutes. Ah oui, il ne faudra pas respirer. En effet. Donc, l'hygiène corporelle, oui, la maîtrise des températures et en particulier des températures de stockage. Exactement. Et la sensibilisation à la traçabilité des produits qu'on manipule. Exactement. Voilà, ces 3 points et après on verra le reste, on pourra voir le reste au fur et à mesure un peu plus tard. Non, mais je pense que c'est déjà très bien une attaque en fait pour une première journée réussie et aussi pour une responsabilisation et une sensibilisation. Après, en effet, on peut acquérir les choses petit à petit, mais là, si on a en tête ces 3 points, c'est une bonne chose. Ok, oui, exactement. Merci pour ces conseils. De ton côté, Eric, tu as commencé à en parler un peu tout à l'heure. Tu commençais à parler en fait des outils qu'on a maintenant à notre disposition. Sur tous ces sujets d'hygiène et de traçabilité, est-ce que, à ton sens, il y a des tâches maintenant automatisées ou quasiment automatisées, lesquelles sont de bonnes candidates à ça? Oui, il y a plusieurs tâches qu'on est capable d'automatiser ou quasiment automatiser sans déresponsabiliser le cuisinier, le pâtissier, le boucher. Premièrement, mais je pense que tout le monde l'a en tête, l'idée, c'est d'automatiser la surveillance et l'alerting des températures de frigo, de toutes les enceintes réfrigérées qui nécessitent qu'on mette des capteurs à l'intérieur. Je dis les enceintes réfrigérées qui nécessitent qu'on y mette des capteurs pour automatiser, parce que tous les frigos ne sont pas éligibles forcément à l'automatisation, mais tout ce qui est chambre froide de stockage, et d'ailleurs la réglementation est claire là-dessus, toutes les chambres froides supérieures à 10 mètres cubes doivent être équipées d'un enregistreur. C'est là qu'on va venir automatiser. Alors, à la fois pour faire du relevé automatique ponctuel, à la place, on va dire, du cuisinier, mais surtout pour créer de la surveillance et de l'alerting en cas de dépassement de température sur un certain temps. Ça évite donc de perdre de la marchandise en cas de panne, de porte mal fermée, ou même de rupture de la chaîne du froid qu'on n'aurait pas détecté sans la présence de ce capteur-là. Ça, c'est vraiment les premières tâches qu'on peut automatiser. Ensuite, il y a d'autres tâches qu'on peut automatiser ou semi-automatiser avec des capteurs, des thermomètres connectés, par exemple. Donc, on peut mettre des thermomètres connectés pour des prises de température ponctuelles, à réception de marchandises, au cul du camion, si vous me permettez l'expression, sur des températures de service également, ou des prises de température en début, en fin de refroidissement ou congélation. Et d'ailleurs, là, on va même automatiser aussi
l'alerting, la mesure du couple temps-température en prévenant de manière visuelle et sonore sur la solution IPAC, par exemple, la fin des 2 heures ou la fin des 60 minutes pour une remise en température. Ouais. Donc Ça, voilà c'est les des tâches. choses qui permettent excuse-moi, je t'ai coupé la parole, mais c'est des choses qui permettent vraiment d'enlever un peu à la charge mentale ou simplement la charge de travail de l'équipe. Ouais, on l'a dit tout à l'heure, les métiers de bouche, leur métier, c'est de cuisiner, d'inventer des recettes, de nourrir les gens, de former des collaborateurs et à la cuisine, au service, de se soucier du bon approvisionnement de leurs produits. C'est là que leur énergie, leur valeur ajoutée, elle est. C'est pas dans le reporting, l'enregistrement, l'archivage. Et donc, l'idée, c'est de décharger, ouais, comme tu dis, mentalement, c'est l'expression du moment, tout le personnel pour que leur valeur, elle soit dans la création, la production et pas dans le reporting, l'analyse, etc. Non, et puis voilà, on a moins besoin de faire le gendarme aussi dans ces circonstances-là, il me semble. Ouais, tout à fait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le bon équilibre, c'est de trouver justement, d'avoir les bons process, d'avoir les bons outils, mais aussi d'avoir les bonnes routines. Chanel, je me tourne vers toi là-dessus. Est-ce qu'il existe des routines simples à mettre en place pour que les équipes restent rigoureuses, sans y penser? Je reviens toujours à ces automatismes que tu mentionnais aujourd'hui, au début du webinaire. Ok. Alors, en termes de routine, là tout de suite, je pense par exemple au système de checklist. Le fait de mettre en place une checklist avant service et après service. Et le but de cette checklist, ça serait vraiment de regrouper l'ensemble des enregistrements qui doivent être réalisés. Donc, quand le salarié arrive, il n'a pas à se poser des questions. Il sait que ce matin, avant de commencer mon service, voici les tâches que je dois faire. Avant de partir, voici les tâches que je dois faire. Donc, le but, c'est vraiment de libérer son esprit et aussi limiter les oublis. Comme ça, au moins, on est sûr que voilà, je ne l'ai pas fait, mais voilà, la tâche était dire là. Donc, le système de checklist, c'est intéressant. Et aussi, ce que j'aime bien conseiller, ce qui est souvent intéressant de faire, c'est de mettre en place un système de responsabilité tournante. Quand je dis responsabilité tournante, ça veut dire, par exemple, une fois par semaine, on choisit un salarié qui va porter la casquette de référent hygiène, par exemple. Et lui, du coup, pendant cette semaine-là, c'est lui qui va s'assurer que les checklists sont bien validées, que tout est fait, que les traçabilités sont bien faites. Et le but, c'est vraiment de responsabiliser tous les salariés. Que ce soit pas juste une personne qui soit ancrée dans la démarche hygiène, mais que ce soit vraiment tout le monde. Comme ça, tout le monde se responsabilise et aussi, ils vont tous se former, quoi. À force de contrôler, de vérifier, ils pourront aussi se former continuellement. Donc, comme ça, par tête, je me dis que ce sont les deux petites routines qu'on peut mettre en place pour faciliter et augmenter la rigueur. Ouais. Donc, s'assurer d'avoir des checklists. C'est ça. Il y a plein de façons d'avoir. Il y a plein de façons d'en avoir, des checklists. IPAC Pro en est une, par exemple. Exactement. Donc, on va avoir des checklists comme ça, il n'y a pas de questions à se poser, on sait ce qu'on a à faire. Et puis, un système de responsabilité tournante. Et je trouve ça intéressant, Eric, tu parlais tout à l'heure de la valorisation qui souvent en cuisine est associée, et c'est normal, à la production, mais c'est aussi une autre façon, en fait, de valoriser chacun. Et je pense que c'est une très bonne, un très bon conseil. Merci pour ça, Chanel. Il y a un autre sujet, évidemment, parce qu'une fois qu'on a mis en place la formation, puis on a mis en place les routines, t'en parlais au début, il y a une question de suivi, c'est nécessaire de suivre que tout se passe bien. Comment toi, tu conseilles de vérifier qu'un collaborateur a bien compris les règles essentielles? Alors, moi, pour vérifier qu'un collaborateur a bien compris les règles, je dirais il faut aller sur le terrain. Voilà, sur le terrain avec lui, là, c'est une façon efficace. Le but, ça serait de commencer par une observation. On arrive sur le terrain, on ne dit rien, on observe, on voit comment il travaille, on voit est-ce qu'il met les bonnes pratiques. Dans tous les cas, on verra si tout est bien fait. Et maintenant, après avoir observé, du coup, on peut poser des questions. Poser des questions si on voit que c'est mal fait et même si c'est bien fait, aussi qu'ils comprennent bien pourquoi il réalise les tâches qu'il est en train de réaliser. Et une fois que c'est fait, du coup, si on a remarqué des écarts, du coup, là, on peut venir avec des actions correctives, des actions préventives aussi pour être sûr qu'effectivement, les écarts ne réapparaissent plus et ou bien faire des petites formations. Donc, moi, je pense que pour voir si le collaborateur a bien été formé, ne pas hésiter à aller sur le terrain, le laisser faire ce qu'il a à faire
et après, en fonction du coup, donner des conseils ou pas. C'est parfait. Très bien. Ça commence par l'observation. Avant de poser des questions, on regarde. Exactement, oui. Oui, non, mais ça paraît très simple. En effet, faut le faire, mais je pense que l'observation, tu as raison, tu fais bien de le rappeler. Sur ce même sujet, Eric, ce serait quoi, toi, tes conseils? Alors, au chef ou au gérant, on sait que c'est pas forcément toujours les mêmes, parfois oui, mais pas systématiquement. Comment aujourd'hui un chef ou un gérant qui a très peu de temps va savoir, OK, tout se passe bien, je suis serein, tout va bien? Il y a plusieurs manières de le savoir. Mon premier réflexe, c'est de me fier au planning des tâches dans Impact Pro. Aujourd'hui, on a même un taux de complétude de tâches journalières. Est-ce qu'on est à 80-100% des tâches qu'on doit faire dans la journée? Donc, c'est tout un tas d'autocontrôle, hein, température, nettoyage, etc. Mais le planning des tâches, c'est aussi un outil individuel. Aujourd'hui, dans Impact Pro, on peut vraiment, moi, en tant que plongeur, serveur, si on intègre la salle dans Impact, cuisinier, chef de partie, je peux savoir à mon poste les autocontrôles qui sont à faire aujourd'hui, ceux qui sont à faire demain ou après-demain, ou voir ceux qui sont en retard. Donc, à titre individuel, déjà, tout le monde peut le savoir. Et le chef, lui, ou le gérant, le responsable, il peut le piloter directement depuis la cuisine. Mais même s'il est pas sur site, eh ben, il peut se connecter à son compte Impact Pro Manager, par exemple. Et là, il a toute une série d'indicateurs, des tâches en retard, des actions correctives. On a même un score Impact Pro aujourd'hui qui me permet d'avoir un indicateur vraiment sur mon niveau de conformité ou en tout cas de maturité sur le sujet. C'est pas l'alpha et l'oméga d'un contrôle d'hygiène, mais c'est un indicateur qui me permet de savoir où j'en suis dans les enregistrements qui sont attendus. Et d'ailleurs, on a de nombreux retours de la part de nos utilisateurs, justement pour l'ajuster au mieux par rapport à leur propre expérience. Mais voilà, premièrement, à titre individuel, évidemment, pour chaque salarié. Ensuite, pour le chef ou le gérant, il y a les indicateurs dans Impact Pro en cuisine. Et enfin, il y a la consultation à distance ou a posteriori, à un moment plus précis de la journée ou de la semaine, depuis mon PC ou mon smartphone, que je peux checker tout ça. Oui. Il y a cet équilibre en fait à trouver entre la présence sur le terrain qui est très chronophage, qui est d'ailleurs pas toujours possible d'ailleurs, et puis s'appuyer d'outils comme Impact Pro. Parenthèse, Impact Pro Manager pour les personnes dans la salle qui ne sont pas nécessairement nos clients, encore je l'espère, mais c'est le back-office en fait, c'est l'outil du chef ou du gérant ou du manager de façon plus générale qui vous permet de piloter à distance. Donc voilà, associer cette visibilité, cette maîtrise des chiffres et puis des informations à distance avec l'observation qui est toujours très importante et que Chanel mentionnait. Avant d'ouvrir la salle aux questions, j'ai une question que j'aimerais vous poser à tous les deux. Vous qui connaissez très très bien les cuisines, est-ce que vous pourriez partager chacun d'entre vous un exemple d'un restaurateur qui a réussi à mettre en place des formations efficaces pour ses équipes? Comment est-ce qu'ils ont fait? Faites-nous rêver. Chanel, j'ai envie de te donner la parole, je t'en prie. Alors, comme ça, j'ai l'image d'un client, du coup, qui a réussi à mettre en place un système très simple qui fonctionne très bien. En fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en place un système de mini-formation. Ça veut dire que dans ses salariés, il y en a 2 ou 3, du coup, quand un nouveau collaborateur arrive, par exemple, on va commencer par le former, par exemple, au nettoyage. Quand tu nettoies, voilà le matériel à utiliser, voilà comment aller valider que ça a été fait. Une fois que c'est fait, il y aura le deuxième volet où on va le former à la traçabilité. Donc là, vraiment essayer de scinder des mini formations pour les salariés pour bien les accompagner. Et ce qu'il fait lui-même, en plus de ça, c'est que tous les 2 mois, il descend sur place et il fait des mini-audits. C'est-à-dire que ce mois-ci, il décide, aujourd'hui, je vais vous auditer sur la traçabilité. Il arrive sur site et il fait un exercice de traçabilité avec ses différents salariés pour voir les acquis, est-ce que c'est bon et faire des petits rappels. Donc, pour lui, c'est vraiment un système qui fonctionne. Et là, tous les salariés sont bien inclus dans la démarche. Et avec les mini-audits, du coup, il sait s'il a besoin de faire des formations ou pas. Voilà. Voilà le système, voilà ce qui me vient en tête comme ça. Non, c'est un super exemple. Et puis, on retrouve ce que tu as partagé avec nous, ainsi qu'Eric, c'est-à-dire commencer simple et tenir la durée et rester proche de ce qui se passe, en fait, et même y aller de façon petit à petit, quoi.
Oui, sinon ça va faire peur et du coup, tout le monde va se braquer et aussi ils vont oublier. Si c'est tout d'un coup, alors on dit on informe 10 000 choses à la fois, ils vont oublier de le faire, quoi. Alors que quand c'est fait petit à petit, on a le temps d'appréhender ce qu'on vient de comprendre et après on apprend et on évolue. Ouais. Est-ce que toi, de ton côté, tu as un exemple que tu pourrais partager avec nous, Eric? Oui, alors, c'est pas un exemple précis sur quelqu'un qui a mis en place une formation efficace, mais j'ai un exemple précis d'un chef à Bordeaux qui, pour le coup, a choisi IPAC parce que c'était le seul à gérer tous les enregistrements de la démarche HACCP. Il faisait le tour de ses frigos, il validait le nettoyage pour ses équipes, il s'occupait d'archiver, de conserver les étiquettes traçats. Il avait un mal fou à forcer ses équipes à écrire, même au feutre, sur le film alimentaire, les dates, etc. Donc, il a pris IPAC Pro pour ça au départ. Et son critère de succès, il m'a dit, en gros, je sais que j'aurais pris la bonne solution quand je n'aurais plus un seul clic à faire sur IPAC Pro. C'était son critère de succès qui s'était fixé, le chef. Il s'est dit, le jour où je n'ai plus un clic à faire sur IPAC Pro, ça veut dire que mon équipe sera mature, autonome, etc. Et donc, pour ça, il a fait, si tu veux, de chacun de ses collaborateurs, donc au froid, au chaud, aux entrées, à la plonge, même en salle, chacun était le chef de sa partie. Et donc, il n'y avait pas une personne qui s'occupait des températures frigo, une autre du nettoyage, une autre des... Mais chacun, pour les 2-3 frigos qui concernaient son poste, pour les 2-3 actions de nettoyage quotidiennes, hebdomadaires qui concernaient son poste, ou pour toutes les préparations, etc., qu'il faisait, s'occupait de tous les autocontrôles dans IPAC, en mini-manager, en CEO de sa petite partie en cuisine. Et au bout de 2-3 mois, il ne cliquait plus tôt sur IPAC, il checkait. S'il y avait une ou deux tâches en retard, il avait encore le droit de gueuler, parce qu'il ne voulait pas se priver de ce petit droit-là. Mais en tout cas, voilà, il a réussi comme ça, de manière efficace, à responsabiliser tout le monde, avec cette idée toute bête, je suis chef, si je clique plus une seule fois sur IPAC Pro, ça veut dire que mon équipe sera bien informée, bien onboardée, responsabilisée, autonome, etc. Donc voilà, petit tips pour les futurs utilisateurs d'IPAC. Non, mais c'est un super exemple. Et puis en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est que, premièrement, c'est court. 2-3 mois, c'est court, en fait. Ça s'est mis en place vraiment, vraiment rapidement. Donc, clairement, c'est possible. Et c'est possible à nouveau en y allant petit à petit. En commençant les formations par le plus simple et en y allant et en ajoutant, en grandissant en complexité, ou bien là, comme là, tu viens de le mentionner, chacun est sur sa partie. Chacun n'est pas responsable de l'intégralité de la cuisine. Il n'y a pas une personne qui est responsable de absolument tout, mais chacun prend sa tâche et une part du sujet. Merci beaucoup à tous les deux pour cet exemple. On a beaucoup de questions. Donc, on va passer aux questions dès maintenant. Alors, je vais regarder les questions qu'on a. Je sais que j'ai ma collègue Pauline aussi. Je suis navrée, j'ai oublié de le mentionner. Alors, je vais poser directement les questions qui me sont mises en direct. Un onglet est-il présent sur IPAC Pro afin de formaliser les personnes formées sur les règles d'hygiène en interne? Alors, je vous avoue que je ne suis pas entièrement certaine de comprendre le formaliser les personnes formées sur les règles d'hygiène. Je peux répondre si tu veux. Tu peux répondre, vas-y. Alors, pour être sûr de bien répondre à la question, je vais imaginer 2 hypothèses dans la question. La première, c'est comment je valide les compétences ou les acquis de mes collaborateurs au travers d'IPAC Pro. Alors, il y a des, comment ça s'appelle, des modules dans IPAC Pro qui permettent de mettre en place des checklists et des validations conformes, non conformes, qui peuvent faire l'objet d'un audit très simplifié dans la cuisine, si vous voulez valider les compétences ou les bonnes pratiques. Par contre, si vous voulez centraliser des documents liés à la formation et aux bonnes pratiques d'hygiène de vos collaborateurs, dans ce cas-là, oui, il y a un onglet Mes documents, qui est un vrai coffre-fort numérique sur lequel vous pouvez déposer de manière digitale tout un tas de documents qui font partie d'ailleurs de votre plan de maîtrise sanitaire. En fait, ça répond même à une autre question plus loin dans le chat. Et donc, on peut dématérialiser son PMS, ses bonnes pratiques, ses fiches techniques, etc., même son plan de lutte contre les nuisibles dans IPAC Pro.
au travers d'Impact Pro Manager, le portail web, mais ça rend les choses accessibles dans la cuisine, à portée de main, en cas de contrôle, ou même si un collaborateur veut consulter ces documents qui, la plupart du temps, sont affichés de manière un peu sauvage partout sur les murs de la cuisine. Merci merci Eric pour cette réponse. Autre question, peut-on rentrer dans Impact Pro le PMS dans sa totalité? Alors Chanel, j'ai envie de te... Eric a répondu à peu près à la question tout à l'heure, effectivement. À travers Impact Manager, oui, vous pouvez rentrer l'intégralité de votre PMS. Donc, il faudrait juste avoir vos accès, du coup, à Impact Manager et en vous connectant, vous aurez l'espace Mes documents. Et là, si vous voulez les intégrer en version PDF, vous pourrez le faire directement depuis Impact Manager. Super. Je pense qu'il y a la même question encore une deuxième fois qui est faite. Oui. Alors, il y a une autre question qui a été posée tout à l'heure qu'entendez-vous par réflexe? Donc, je pense que c'est aussi pour toi, Chanel. Qu'est-ce que c'est qu'en fait des réflexes positifs? Est-ce que tu pourrais développer ce que tu as mentionné? Oui, du coup, comme je le disais au début, quand je parlais d'automatisme, c'est des salariés qui vont développer des réflexes. Quand je dis réflexe, je veux dire toutes les choses qu'ils vont faire de façon évidente, par exemple. Donc, il y a deux salariés. Il y a le salarié qui aujourd'hui, va prendre son couteau et son plan de travail, il va découper son poulet. Après, il aura envie de découper la salade, il va prendre le même couteau, il va découper la salade sur le même plan de travail. Il y a l'autre salarié qui a déjà développé des réflexes et avant même au moment de faire sa salade, par exemple, il va d'abord découper la salade et après, il va nettoyer et il va découper le poulet. Donc, quand je dis réflexe, je dis vraiment une personne qui a réussi à faire en sorte que ce soit normal pour lui. Il ne se pose plus la question, qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a plus besoin qu'on lui dise ce qu'il doit faire, dans quel ordre il doit le faire. Il sait exactement quoi faire. Donc, c'est personnes qui ont le réflexe de bonne pratique. Mais comme tous les réflexes, forcément, il va falloir un petit peu de répétition. Il faut du temps, faut pas une fois. C'est vraiment à force de répéter l'action, de faire plusieurs fois. Forcément, au début, il faudra qu'on soit derrière lui pour lui faire des rappels. Mais une fois, du coup, que ça sera acquis, ça sera normal pour lui. Voilà. Ouais. C'est pas automatique. Merci beaucoup, Chanel, pour cette réponse. Il y a une question de Maximilien. Je prends les questions au fur et à mesure. J'ai vu qu'il y en a qui ont été posées un peu plus tard. On va essayer de répondre à tout. On va faire au mieux. Si on n'a pas le temps de répondre à tout, on essaiera de vous répondre ensuite par écrit. Maximilien veut savoir quels sont les points de vigilance pour un manager quand on passe d'une méthode HACCP traditionnelle, donc j'imagine qu'il veut dire sur papier, à la solution IPAC. C'est une excellente question. Eric, est-ce que tu veux prendre cette répondre? Avec plaisir. Point de vigilance. Le premier point de vigilance, c'est est-ce que ma solution IPAC Pro, pour citer qu'elle, est bien personnalisée, customisée avant de la déployer dans ma cuisine. En fait, vous pouvez avoir le meilleur outil du monde. S'ils ne parlent pas à vos salariés, s'ils ne retrouvent pas leur univers, leur process, leurs habitudes dedans, même ça va jusqu'au nom du frigo, le nom des tâches, des zones, vous aurez du mal à les fédérer autour d'un outil comme IPAC. Ça, c'est la première chose sur laquelle il faut être vigilant. Le succès du déploiement d'un outil comme IPAC Pro tient à est-ce qu'il parle aux gens. Sinon, vous n'arriverez jamais à les embarquer. Et la deuxième vigilance, elle est plutôt après le déploiement, c'est est-ce que tout le monde fait au moins un enregistrement par jour. Je trouve que ça peut être juste le changement d'huile de friteuse pour quelqu'un, ça peut être, surtout au début, surtout les températures de frigo ou la traçabilité. Quand vos enregistrements et donc la preuve de votre bonne pratique en HACCP ne repose que sur une, deux ou sur une petite partie de vos équipes, là finalement, votre moyen de prouver les choses, il est en danger. Il suffit d'une absence, d'un congé, etc. Donc voilà les deux vigilances. Un outil qui est personnalisé et qui parle à tout le monde dans la cuisine et des enregistrements ou une utilisation qui repose sur le maximum de personnes dans votre établissement. Merci Eric, je pense que c'est très clair. J'espère que ça a répondu à votre interrogation, Maximilien. Une autre question, alors est-ce que je peux la mettre pour qu'on la voit? J'ai un petit doute. Jean-Louis veut savoir, pouvez-vous en dire plus sur les autocontrôles, notamment via IPAC Pro? Est-ce que Chanel, tu peux répondre à cette question?
Alors, j'ai pas compris. Ça ne peut pas t'afficher. J'ai pas. Allez, je peux la publier, je suis pas sûr. Pouvez-vous en dire plus sur les... Peut-être ça m'a coupé totalement. J'ai juste compris autocontrôle. Voilà, là, voilà, j'ai réussi à l'afficher. Je pense que Pauline en régie qui a réussi à m'aider. Merci Pauline. Voilà, donc en fait, qu'est-ce que c'est, enfin, à quoi ça ressemble les autocontrôles dans IPAC? Dans IPAC Pro, il y a en fait en termes de contrôle, il y a plein de possibilités. Tout ce qui sera température frigo, du coup, vous pourrez le faire depuis IPAC Pro. Nettoyage des postes aussi, vous pourrez réaliser vos autocontrôles via IPAC Pro. En fait, il y a tellement de possibilités d'enregistrement et donc tout ce qui sera suivi des huiles dans vos friteuses aussi. Donc, en termes d'autocontrôle, il y a vraiment une grosse variété. Mais encore une fois, comme Eric l'a dit tout à l'heure, par exemple, si vous avez l'outil IPAC Pro, on va vous personnaliser l'outil. Il faut vraiment que tous ces autocontrôles-là soient personnalisés en fonction de votre utilisation, en fonction de comment vous travaillez et différents besoins que vous avez. Alors, Jean-Louis précise que c'est moi, a priori, qui en ai parlé dans le Q&A. Donc, effectivement, je vais essayer de préciser ou même d'être un peu plus détaillé peut-être dans la réponse de Chanel. Il y a toute une série d'autocontrôles dans IPAC Pro. Pour vous donner une ordre d'idée, aujourd'hui, il y a 33 modules IPAC Pro qui correspondent à au moins une étape de la démarche HACCP. Personne n'a 33 modules dans sa solution IPAC Pro. Pourquoi il y a autant de modules dans IPAC Pro? Parce que depuis plus de 12 ans, on a développé des autocontrôles qui sont en lien avec la réglementation, oui, mais surtout avec tous les métiers de bouche à qui on s'adresse. Et donc, chaque métier ou même chaque établissement va avoir les modules ou les autocontrôles qui correspondent à son process, ses obligations, etc. Donc, on va de la température de frigo bête et méchante qui est commune à tous les métiers de bouche, à la traçabilité, l'étiquetage, mais on a des modules et des autocontrôles aussi précis que le pH du riz vinaigré ou la décontamination des produits terreux. J'ai vu qu'il y avait une question qui concernait un lycée tout à l'heure, mais en collectivité, on décontamine par exemple tous les produits terreux comme tomates, salades, même les fruits comme les pastèques et les melons avec vinaigre blanc ou même du microchlore 2,6 Javel et compagnie, et bien ça, on peut aussi en faire un autocontrôle dans IPAC Pro. Donc, j'espère répondre à la question de Jean-Louis, mais prenez contact avec notre équipe et pour une présentation sur place, Jean-Louis, si vous n'êtes pas client, et je suis sûr que vous trouverez votre bonheur parmi le catalogue de modules IPAC Pro. Merci à tous les deux pour votre réponse. Alors, on a quelques questions qui ne sont pas nécessairement spécifiquement sur la formation, mais c'est des questions plus HACCP de façon plus générale. Donc, par exemple, la question de Frédéric, pour les enregistrements photos de produits de traçabilité, donc quand on fait sa traça, doit-on préciser les noms du produit avec les photos? Alors, tout dépend du type de traçabilité que vous voulez mettre en place. Soit vous faites la traçabilité du coup par recette. Dans ce cas, ça vous va dire que quand vous prenez les photos, vous allez dans associer une production et vous dites bien cette photo a servi à faire cette recette en question. Soit vous prenez juste les photos et dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'associer au nom du produit en question. Vu que le logiciel, automatiquement, il va classer la photo à la journée de production. Donc, tout dépendra du process de traçabilité que vous avez décidé de mettre en place. J'espère avoir répondu à vos questions, Frédéric. Frédéric, si vous avez d'autres, si vous voulez une précision, n'hésitez pas à la préciser dans le chat. Sur les questions un petit peu plus spécifiques, alors c'est assez lié. Laetitia veut savoir, alors, doit-on reprendre en photo un produit qu'on ouvre pour la première utilisation? Reprendre pour la première utilisation, je m'interroge s'il n'y a pas sur la signification exacte. C'est la deuxième utilisation, c'est ça? La deuxième, oui. Oui, parce que si c'est la première utilisation, effectivement, c'est la première utilisation. Vous prenez la première photo, mais par exemple, on va dire j'ouvre un sachet de jambon. Voilà, je prends en photo le sachet de jambon. Si je réutilise le même sachet de jambon demain, j'ai plus besoin de prendre la photo parce que normalement, quand j'ai pris la photo hier, je suis censée avoir sorti une étiquette pour dire que le jambon a été ouvert hier et avoir sorti la nouvelle DLC, la DLC secondaire du produit. Donc, si vous avez pris la première photo à la première utilisation, une fois que vous avez fait le suivi via étiquette produit, vous n'avez plus besoin de reprendre une deuxième photo. C'est déjà enregistré.
Voilà. Très bien. Très bien. Ensuite, donc, alors, il y a quelques questions. Alors, je regarde rapidement. Voilà, une question. Arvid veut savoir, a-t-on besoin de prendre en photo la traçabilité de chaque produit ouvert et précise ensuite dans une question suivante, prendre en photo chaque emballage pour chaque production et également le lier à la recette? Effectivement, si on est en restauration commerciale, pas forcément, mais on est obligé de prendre la traçabilité des produits ouverts, mais on n'est pas obligé d'associer à une production. Donc, si déjà tous les produits que vous ouvrez, vous prenez bien en photo, et quand on dit prendre en photo l'étiquette, c'est pas juste le produit, c'est vraiment, on prend en photo l'étiquette en s'assurant qu'on puisse voir nom du produit, numéro de lot et DLC. Donc, c'est vraiment les 3 informations qu'on doit retrouver sur votre photo. Donc, tous les produits entamés, on doit prendre la photo, mais on n'a pas forcément besoin d'associer à une production. Petite précision, parce que je crois comprendre ce que Arvid veut dire. Si j'ai 10 magrets de canard sous vide avec le même numéro de lot et la même DLC, en réalité, vous pouvez prendre qu'une photo, mais ça veut dire que chacun de vos salariés lit le numéro de lot et la DLC pour s'assurer que ce n'est pas le même ou que c'est le même. Et du coup, en fait, ça ralentit un peu la marche du vélo. Alors qu'en disant tout ce que vous ouvrez, vous prenez en photo, la règle est claire, c'est facile à faire. Et comme ça, vous évitez de réfléchir trop à lire et interpréter les choses. Ouais. Alors, Pascal si je dis des bêtises, tu as le droit de me contredire, hein, tu es experte plus que moi. Non, c'est exactement ça. Et c'est bien, si c'est le même lot par jour de production, on peut prendre une seule photo. Mais généralement, personne ne prend la peine de regarder si c'est le même lot. Donc, vaut mieux prendre les photos et au moins si on est tranquille, on sait qu'il y a une traçabilité. Tout à fait. Alors, Pascal a une remarque intéressante et j'aimerais même 2 remarques. C'est une remarque plus générale, je pense, sur l'approche de la formation qu'on conseille, à savoir commencer par le plus simple et monter en complexité. Il dit « Je suis surpris de cette approche. J'ai l'impression que l'on s'adresse à des personnes qui ne sont pas formées en restauration. » Et Pascal précise ensuite, plus loin dans la conversation, un CAP, Bac Pro, BEP donne les notions d'hygiène alimentaire de base et la connaissance du PMS et du guide des bonnes pratiques. Alors ça, Pascal, vous avez parfaitement raison, c'est la théorie. Après, entre la théorie et la pratique, il y a parfois quelques différences. Et je serais curieuse. Vas-y, Chanel, je t'en prie. Bon, Mathilde, je te coupe pas. Et effectivement, comme on a parlé tout à l'heure du burn-out, du fait qu'il y a des difficultés à recruter, généralement, c'est pas tous ceux qui sont en cuisine n'ont pas un CAP, ils n'ont pas un bac pro. Donc, ce sont souvent des personnes novices ou alors des étudiants en licence psychologie qui ne connaissent rien du tout en cuisine et aux règles d'hygiène. Donc là, le but, c'est vraiment, si vous avez ce type de profil-là, comment vous faites pour les former à l'hygiène de façon rapide et de façon efficace. Voilà. Et même généralement, il y en a qui ont fait des CAP, etc., mais qui ont des oublis, par exemple. Donc, c'est toujours important de faire des rappels. Vaut mieux en faire que pas du tout. Je rejoins Chanel. En fait, Pascal a raison. Suivant son parcours, son métier actuellement, ça peut le surprendre. Mais le degré de maturité ou de connaissance des règles d'hygiène, de la démarche HACCP pour une partie de la population dans les cuisines et les labos, elle est parfois très datée lors de leurs études, parfois inexistante. Je vais même prendre un exemple précis, mais qui ne concerne peut-être pas son corps de métier à Pascal, c'est chez les boulangers-pâtissiers. Chez les boulangers-pâtissiers, on a des boulangers et des pâtissiers qui ont des notions d'HACCP, d'hygiène, de bonnes pratiques. Ils ont été formés, peut-être même récemment. Mais il y a aussi du personnel en vente qui sont bien souvent ceux qui font toute la préparation du snacking, des sandwichs, des desserts rapidement assemblés, etc. Et alors, pour le coup, je rejoins Chanel, c'est parfois des jobs étudiants, c'est parfois des gens profanes ou novices dans le monde de la restauration, de la pâtisserie, de la boulangerie. Et HACCP, bonne pratique d'hygiène, pour eux, ils n'en ont aucune connaissance. Et c'est très difficile de les responsabiliser sur ce sujet-là. En tout cas, c'était bien le but de notre webinaire, c'était comment aussi s'adresser à ces personnes. Mais je rejoins Pascal. Non, c'est vrai. Pascal précise juste après, la cuisine est un métier à ne pas mettre entre toutes les mains. Assurément, c'est pas la même chose que de cuisiner professionnellement, que de faire un boulot chez soi. C'est une véritable expertise et on vous rejoint entièrement, Pascal.
Et Frédéric, dans la conversation, précise ensuite, et te rejoint Eric en disant, dans la fabrication sandwich, il n'y a pas de diplôme en effet. Ouais. Et même, j'irais aussi dans, ça peut être les franchises de restaurants, de restauration rapide. Là aussi, le personnel n'est pas passé par un parcours artisanal dans le sens noble du terme, et se retrouve, et les managers, les franchisés ou les responsables se retrouvent un peu démunis, effectivement. Ouais. Alors, je vois qu'on arrive déjà à la fin en fait de notre temps imparti. On a d'autres questions. Je vais prendre une ou deux questions et puis ensuite on va essayer de répondre rapidement. Il y a des questions, je pense, venant plus de nos clients que voilà, on va essayer d'y répondre assez. D'ailleurs, je les ai parcourus. Toutes les questions ont des réponses hyper simples. Donc, je pense que notre service technique, notre service client prendra le temps de répondre à toutes les questions vis-à-vis de l'utilisation du pad, etc., que j'ai vu passer sans problème. C'est ça. Ouais. On va voir, comme on a les noms, j'essaierai de recouper avec la liste des inscrits pour vous répondre si jamais on ne répond pas à vos questions en direct. Il me semble que il y avait une question que je voulais j'aimerais bien avoir votre avis. La question de Céla qui se dit de répondre, oui, c'est possible. J'ai vu la question selon paragraphe, du coup, je voulais juste lui dire que c'est possible d'associer ses traçabilités à une recette, c'est tout à fait possible. Super, impeccable. Une question intéressante et plus générale sur IPAC Pro, qui est moins sur la formation, mais je n'ai pas résisté je ne veux pas résister à vous la poser. Que pense la majorité des auditeurs, alors que ce soit la DDPP ou bien les privés, enfin les entreprises privées de la solution IPAC Pro, est-ce plus en cas de contrôle ou est-ce que c'est neutre? Eric, j'ai envie de te poser cette question. Je me dis que je pense que tu as un avis. Alors, oui, c'est même pas un avis, pour le coup, c'est un retour d'expérience depuis 12 ou 13 ans. Je l'ai dit tout à l'heure, la présence d'IPAC Pro dans une cuisine n'est pas l'alpha et l'oméga d'un contrôle d'hygiène. Ce n'est pas IPAC Pro qui va rendre conforme votre établissement, c'est toujours vous, les personnes qui travaillent, c'est vous qui rendez conforme un établissement et qui le faites briller par sa rigueur, etc. Par contre, il est évident que mettre en place une solution comme IPAC Pro dans sa cuisine, c'est déjà un a priori positif de la part des auditeurs et des contrôleurs. Alors, ils ne vont pas se priver de regarder vos enregistrements, de regarder votre cuisine et d'interroger les responsables, évidemment. Mais rien que le fait d'avoir IPAC Pro dans sa cuisine ou dans son établissement, c'est déjà montrer que j'ai mis les moyens en place pour optimiser les process, la rigueur, l'hygiène, la traçabilité, etc. Il y a aujourd'hui, on travaille avec des organismes de formation, des écoles, des lycées professionnels qui mettent en place IPAC Pro dans leur cuisine d'application pour former les jeunes générations parce qu'ils savent que c'est un outil primordial quand ils vont lancer leur activité, qu'ils auront des responsabilités plus tard. Donc aujourd'hui, oui, c'est un avantage, mais si vous ne l'utilisez pas, s'il est mal paramétré, si personne ne s'en soucie, ça ne vous sauvera pas. Je vais être clair, mais clairement, oui, ça change le regard, l'a priori, et surtout, ça vous permet de mettre en évidence très rapidement que vous faites bien les choses et que les anomalies que vous rencontrez sont traitées. Et en fait, c'est ça qu'ils attendent de vous. D'ailleurs, ils vont de plus en plus souvent vous interroger sur qu'est-ce qui est non conforme et comment vous l'avez traité. Une réception de marchandises non conforme, une panne sur un frigo le mois dernier, ou un rappel fournisseur sur un produit qui doit être retiré, que s'intéresser à est-ce que les températures sont bonnes tous les jours de l'année, est-ce que le nettoyage a été fait. Ils vont changer un peu leur approche. Et pour vous, c'est hyper rapide. Et moins vous me prenez de temps à présenter l'info, plus ils vous laissent tranquille, entre guillemets. Plus vous êtes efficace dans la restitution d'informations, plus ils estiment que vous maîtrisez votre plan de maîtrise sanitaire et que vos process sont carrés. Et ça, c'est très difficile de le faire sur le papier, par exemple. Hyper difficile. Oui. C'est aussi ton expérience, Chanel? Ah, pardon, je crois que c'était... Non, Oui, effectivement. En tout cas, c'est les différents retours que j'ai pu avoir. Oui. Je rejoins Eric. Super. Ce que je vous propose, c'est que je vais essayer, j'ai refiltré les réponses auxquelles on n'a pas répondu en direct et je vais essayer d'aller vite. Je vous propose de faire des réponses. Je vais repartir du début. Alors, on a des questions venant de nos clients qui sont clairement des questions techniques. On va essayer d'aller vite.
Alan veut savoir, Alan est en lycée. Qu'est-il possible de faire avec l'application sur un pad? Parce qu'il dit, je suis en lycée et on ne peut pas financièrement avoir une tablette dans chaque cuisine. Parfait. Le pad est fait pour lui. Pour le coup, le pad est fait pour lui. Le pad, c'est un outil de saisie. Donc, il permet de faire les autocontrôles type température, nettoyage, étiquetage, refroidissement, remise en température, etc. Pour éviter de multiplier les écrans ou les tablettes à tous les coins de la cuisine, il peut mettre 1, 2, 3 pads associés à sa solution mère en cuisine, sans problème. Super. Merci Eric. Alan, j'espère que ça a répondu à votre question. Sylvie veut savoir, lorsque la cuisine n'est pas en production, comment ne pas faire la traçabilité? Alors, Comment ça? Je pense que c'est dans des cas saisonniers, par exemple, ou bien les fermetures de cuisine collective ou des choses comme ça. En fait, là, le but du jeu, entre guillemets, c'est de laisser courir toutes les récurrences qui vont s'accumuler. Vous aurez beaucoup de tâches en retard quand vous reviendrez en production. Et vous avez un petit bouton qui est réservé à l'administrateur avec un code PIN qui permet de remettre à zéro les récurrences du planning quand vous revenez après une permanence, après un congé annuel, etc. Ça, c'est pour l'activité saisonnière ou dans les collectivités. Après, si vous avez vraiment des périodes de non-production récurrentes, hebdomadaires ou mensuelles, dans ce cas-là, on paramètre avec le service technique ou avec votre QM, comme Chanel, avec votre responsable qualité, les récurrences adaptées à votre activité. Il y a 2 moyens de gérer les choses. J'espère que ça a clarifié les choses, Sylvie. Magali du parc d'Olin veut savoir, depuis la mise à jour de notre IPAC, on a tous le même code pour ouvrir l'application. Est-ce que c'est possible de mettre un code différent à chaque utilisateur? Chanel, est-ce que tu as cette réponse pour Magali? Oui, effectivement, Magali, si vous vous connectez sur votre profil, vous aurez une petite icône pour les utilisateurs et en cliquant dessus, du coup, vous aurez les noms de chaque utilisateur et il y aura un crayon et une petite poubelle dessus. Donc, il faudra bien cliquer sur le crayon, pas sur la petite poubelle et en cliquant sur le crayon, du coup, vous aurez mot de passe et là, vous pourrez mettre le mot de passe de chacun, un mot de passe à 4 chiffres. Voilà. Alors, on a encore d'autres questions, donc je vous avoue que j'ai du mal à faire le tri. Arvid veut savoir, il y a une différence entre tablette et pad? Je croyais que c'était la même chose. Alors, en effet, la différence, elle est là. Une tablette, c'est vraiment une tablette. Voilà. Et un pad, ça ressemble, je suis navrée s'il y a du flou, mais ça ressemble à ça. C'est une sorte de gros téléphone mobile renforcé. C'est parfait, c'est impeccable pour les cuisines. Et en effet, c'est pas exactement la même chose en termes de matériel. C'est plus petit. Je rajouterais quand même, je pense que la question, elle ne concerne pas le matériel. Je pense que c'est en termes d'utilisation. Votre tablette, c'est la solution principale, la solution mère dans votre cuisine ou votre établissement. Et on peut y associer, comme à un écran d'ailleurs, un ou plusieurs pads qui sont comme des bloc-notes avec lequel vous vous baladez. C'est une extension de votre écran ou de votre tablette et qui est dédiée à la saisie uniquement. Donc voilà, c'est ça la différence tout simplement. C'est ça, exactement. Frédéric veut savoir, la température des frigos doit être mise avec quel thermomètre? Un thermomètre? Je vais répondre parce que en termes de bonne pratique, je pense que c'est la référence. Oui. Vas-y. Tu me laisses répondre, c'est ça? Oui, je te laisse répondre parce qu'en termes de bonne pratique, c'est toi la référente, je dis. Oui, en fait, vous voyez dans votre frigo, vous avez un affichage qui affiche la température, mais l'idéal, du coup, ça serait de prendre un thermomètre et de le mettre à l'intérieur de votre frigo. Et c'est ce relevé-là qu'il faudra noter de façon journalière pour prouver que vos frigos sont à bonne température. Généralement, on préconise de ne pas se fier à ce qui est affiché sur l'écran, mais vraiment d'avoir un thermomètre à l'intérieur de votre frigo. Un thermomètre que vous avez étalonné, bien sûr, qui fonctionne bien. Stéphanie veut savoir, est-ce que le téléphone, l'écran mural et la tablette sont en lien? Non. Alors attends, quand même. L'écran ou la tablette peuvent être en lien avec donc, le pad. Par contre, un écran et une tablette ne parlent pas entre eux. On a choisi plutôt, pour la mobilité des saisies, un format smartphone durci, un PDA, selon l'expression consacrée notamment en grande et moyenne surface. Donc le pad est relié soit à un écran, soit à une tablette. L'écran et la tablette, eux, ne sont pas reliés.
L'idée, c'est plutôt d'être smart sur le support quand on a besoin de mobilité avec un pad. Voilà. En revanche, si vous associez un pad, une tablette de saisie à un écran ou à une tablette, bien entendu, ils sont en lien. Oui, voilà, c'est pour ça. C'est tout l'intérêt. J'essaie de faire les tris en direct. On a beaucoup de questions et de remarques. Comment fonctionne l'application congelé et décongelé? Alors, pour le coup, je pense que répondre rapidement à cette question sera très difficile. Le mieux, c'est de contacter Pierre, soit pour lui faire une démo s'il n'est pas client, soit pour le former à son module congelé, décongelé. Mais en 2 mots, on a un couple temps-température qui permet de gérer la congélation, 0-18 en 4 heures par exemple. Et on a un module d'étiquetage associé qui permet de suivre le produit en décongélation quand vous le ressortez du dur, avec potentiellement même une date d'utilisation si vous voulez respecter une période de décongélation. Ça, c'est très utile en pâtisserie notamment. Oui, exactement. Franck veut savoir, est-ce qu'il est possible d'avoir le module suivi des huiles sur le pad? Et il précise juste après qu'il a, alors ça ne s'affiche plus, je suis navrée, mais qu'il avait en fait plusieurs unités. Désolé Franck, quand j'ai mis en direct, je n'ai plus vu votre... Donc, le module suivi des huiles sur le pad. J'ai pas envie de faire de bêtises parce que notre application mobile évolue toutes les semaines. Donc, je pense que le mieux, c'est de revenir vers Franck avec la validation du produit pour être sûr que le module sera disponible. Et pour la deuxième partie de sa question, je ne la vois pas non plus. Non, je la vois plus. Je vais essayer de la retrouver. En effet, c'est pas encore le cas, le suivi des villes, mais c'est, enfin, je veux dire, ça n'est pas cette semaine, mais ça arrive incessamment sous peu, Franck. Xavier veut savoir comment associer IPAC à son smartphone. Alors le mieux, c'est de joindre le service technique qui pourront l'accompagner parce qu'il faut un accès IPAC Pro Manager pour le faire. Le mieux, c'est d'appeler l'assistance pour qu'il l'accompagne à distance et activer son appli smartphone. Exactement. Aurélien veut parler des fiches techniques. Comment est-ce qu'on peut ajouter les fiches techniques si on parle de fiches techniques de cuisine, donc dans IPAC Pro? Chanel, il fallait sur IPAC Pro Manager. Quand vous allez sur IPAC Pro Manager, vous aurez bien l'espace documents. Et dans document, vous aurez un dossier fiches techniques. Et là, vous pourrez utiliser vos différentes fiches techniques. Mais encore une fois, il faut bien avoir ces accès à IPAC Pro Manager. Impeccable. Merci Chanel. Audrey veut savoir, est-ce que toute la configuration de notre matériel peut être faite par nous directement ou par vous, IPAC? Une fois que vous rejoignez du coup IPAC Pro, il y a un rendez-vous de paramétrage et dans le rendez-vous de paramétrage, du coup, on va du coup configurer votre matériel. On va paramétrer en fait en fonction de votre PMS, on va paramétrer et après, une fois que vous aurez le matériel, vous pourrez réaliser les différentes modifications que vous voulez. Donc, première étape par nous et après, vous-même, vous avez la main pour tout modifier. Voilà. L'idée, c'est de vous faciliter la vie au début, pas vous faire perdre de temps à tout paramétrer. C'est nous qui gérons, mais évidemment, vous conservez la main par la suite parce qu'on ne va pas faire des allers-retours à chaque fois si vous souhaitez ajouter des choses. Magali veut savoir, lors de l'ajout d'un nouveau matériel, nous devons appeler le service en ligne pour le mettre en place sur notre logiciel. Pouvez-vous nous donner la méthode afin de le faire directement par nous-mêmes? Oui, ça dépend. Si le nouveau matériel, c'est une imprimante, par exemple, et qu'il faut la connecter en Bluetooth, il vaut mieux appeler, du coup, parce que sinon, vous-même, vous pouvez pas la connecter si c'est en Bluetooth ou en filaire. Donc, tout va dépendre de ce que vous entendez par nouveau matériel. Oui. Après, ça dépend. Connecter une imprimante, ça peut se faire. Ouais, et on travaille aussi un peu en ce moment sur l'autonomie que vous pourriez avoir pour vous auto-dépanner ou pour activer un nouveau matériel. Mais souvent aussi, c'est l'opportunité pour nous de garantir que le matériel est conforme, fonctionne bien, valider la réception et l'activation. Donc, pour l'instant, c'est difficile de se priver d'un appel. Ça, c'est vrai. Même si on essaye de mettre de plus en plus d'autonomie pour vous dans le diagnostic et l'autodépannage.
Magali précise un frigo. Ah, Ah, d'accord. Ah, mais c'est non, Ouais, non, oui, d'accord, ouais. là, c'est Pardon, vous qui ajoutez un nouveau matériel. Mais là, non, pas besoin. Vous-même, vous avez les accès sur votre profil. Si vous allez sur température frigo, vous pouvez vous-même rajouter un nouveau frigo. On avait mal compris. On avait là mal encore, compris la question. là, donc, en version 5 d'IPAC Pro, vous avez accès à l'ajout d'un frigo depuis le Ah, module directement. Si vous êtes en version 4, vous allez dans les paramètres. Mais le mieux, pour une première fois, c'est d'appeler l'assistance. Et dans ce cas-là, il vous guide. Et en général, quand il vous montre une fois, vous êtes autonome ensuite pour le faire. Mais oui, vous pouvez parfaitement le faire tout seul. Impeccable. Merci. Merci. Alors, on a encore pas mal de. On a encore des questions. Peut-on rentrer ça, Pascal, peut-on rentrer la totalité du PMS dans IPAC Pro? La réponse est rapide, c'est oui. Fabrice, Fabrice, je pense qu'on va revenir vers vous. Est-ce que quelqu'un passe dans le 42 dans la Loire afin de nous aider davantage à organiser la machine pour les cuisines? Fabrice, on va vous recontacter là-dessus pour vous aider, bien entendu. Au début, je crois qu'on est bon. J'ai d'autres questions à la fin. Magali, merci. Eh ben, on est ravis. Alors, Fela veut savoir, dans le cadre d'une chaîne de boulangerie-pâtisserie, 5 au total, à nouveau, la deuxième partie, en fait, a disparu. Je vous avoue que c'est très agaçant. Je suis navrée. Fela, il y avait la deuxième partie de la question, en fait, quand je vous ai mise en direct, a disparu. Donc, j'ai pas pu lire la deuxième Là, partie. je le vois. Je peux le lire si tu veux. Merci. Ah oui, super, merci. Ah, voilà. Elle disait, faut-il prévoir un abonnement pour les 5 boulangeries ou bien un seul pack lié aux 5 boulangeries-pâtisseries? Eric, c'est pour toi. Magnifique. Alors, je ne vais pas faire le travail de nos chers chargés d'affaires qui sont une quarantaine aujourd'hui en France. Le mieux, c'est de rencontrer un de nos commerciaux pour qu'il comprenne votre mode de fonctionnement, les 5 boulangeries, et qu'il vous fasse la meilleure des propositions. Donc, prenez rendez-vous avec nous et vous verrez directement avec lui, ou avec elle, puisque ça peut être une femme. Je ne connais pas encore celui ou celle qui vous rencontrera. Je pense qu'on commence à avoir. Merci beaucoup. J'espère que ça a répondu à votre question qui fait là. Et puis, en effet, si vous voulez être mettre en contact, vous pouvez cliquer sur demander une démo. Normalement, vous avez la possibilité de le faire directement à partir de directement à partir d'ici. Je vais repasser, mais je pense qu'on a déjà bien épuisé, premièrement, notre temps et puis l'intégralité des questions. Ce que je vous propose, c'est que dans ce cas-là, je vous libère. Merci vraiment à tous de votre présence, de vos questions. On va repasser sur les questions pour voir s'il n'y en a pas d'autres. Si jamais on n'y a pas répondu, je suis navrée, c'est le direct. Et puis, vous étiez beaucoup et vous aviez plein de questions. On fera au mieux pour vous répondre en direct. Merci encore à vous. Sachez que vous allez recevoir dans votre boîte mail le kit de survie du nouvel arrivant. Comme ça, vous pourrez le mettre en cuisine, le donner à vos nouveaux arrivants. Ce sera justement une façon pour eux de leur mettre le pied à l'étrier et de se sentir bien et en confiance dès le premier jour. Vous pourrez bien évidemment regarder le replay. Et si vous êtes intéressé par une démo dans votre établissement, cliquez ci-dessous. Je vois qu'on continue à avoir des questions. On vous répondra. Bonne soirée, merci à tous pour vos échanges. Merci à vous, beaucoup à vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci Pauline en régie.